L'histoire du club avec Laura Pouget. Laura, aujourd'hui, vous nous racontez l'histoire de la reporter ukrainienne Victoria Roshina, morte dans les prisons russes. Victoria Roshina avait 27 ans. Vous allez la voir apparaître à l'image. Nous avons compilé les quelques images que nous avions d'elle. Vous voyez, la voici. Elle était la seule journaliste ukrainienne à oser se rendre dans les territoires occupés par les Russes en Ukraine. Donc, en juillet 2023, elle a pris la route de la région de Zaporijjia pour ce qui fut son dernier reportage. En février dernier, son corps était identifié par des légistes parmi un tas de corps d'Ukrainiens rapatriés. Son cadavre était anonyme, glissé dans un sac mortuaire portant l'inscription « Homme non identifié ». Et on sait aujourd'hui ce qui a pu se passer ? Oui, grâce à l'enquête de l'association Forbidden Stories, qui se donne pour mission de poursuivre le travail des journalistes persécutés. Regardez-la, voici cette enquête. Plusieurs médias internationaux y ont participé, dont le journal Le Monde. Ils ont d'abord reconstitué le parcours de Victoria. La jeune femme s'était déjà rendue plusieurs fois dans les zones occupées quand elle a décidé de repartir en juillet 2023 pour enquêter sur les civils ukrainiens détenus. Depuis l'Ukraine, elle passe alors par la Pologne. Regardez, vous avez son parcours sur la carte, puis par la Lettonie avant d'entrer en Russie. Puis quelques jours plus tard, elle parvient à atteindre Berdiansk, en territoire ukrainien occupé, dans cette oblast de Zaporijjia. Les contacts qu'elle avait sur place et qui ont témoigné affirment qu'elle recherchait des informations sur les agents du FSB en poste dans la région. À partir du 3 août 2023, elle ne donne plus aucune nouvelle, elle ne répond plus aux messages de personne. Parce qu'elle a été capturée ? Oui. Ce que l'enquête a mis au jour, c'est qu'elle a d'abord été détenue à la station de police d'Enerodar. Vous la voyez ici, toujours dans cette oblast de Zaporijjia. Puis elle a été conduite dans un des centres de filtration de Melitopol, appelé des garages par les Ukrainiens. Un mot qui n'est pas très avenant pour décrire une réalité qu'il est encore moins, puisqu'ils sont identifiés comme des lieux de maltraitance et de torture. Enfin, fin décembre, elle a été transférée en territoire russe, regardez, au centre de détention de Taganrog. Très connu, tristement très connu cette prison. Tristement très connu, en effet, Taganrog, centre de détention pour femmes et enfants, avant la guerre, qui est devenu depuis un lieu d'emprisonnement pour les Ukrainiens. Voici une photo de l'un de ces baraquements. De ce que l'on sait, l'intérieur ressemble au goulag de l'ex-URSS, pour vous le décrire, soit un lieu où les pires sévices sont pratiqués. Les journalistes ont pu recueillir le témoignage d'anciens codétenus de Victoria. La jeune femme a été vue par eux avec des cicatrices de torture, notamment des coupures suggérant des coups de couteau, ainsi que des traces pouvant avoir été causées par des chocs électriques. Elle a aussi été entendue hurlant sur ses gardiens, sur ses geôliers, les traitant de bourreaux, d'assassins, ce que personne n'osait faire. Autour d'elle, à diverses périodes, elle a refusé de se nourrir et sa santé s'est donc peu à peu dégradée. Elle était dans un tel état qu'elle ne pouvait même plus lever sa tête de l'oreiller, raconte une ex-codétenue. Elle finira par être hospitalisée, puis reviendra en prison. Le 30 août 2024, elle passe un coup de téléphone de 5 minutes environ à ses parents. Elle leur dit qu'on lui a promis qu'elle pourrait rentrer en septembre. Mais 2 semaines plus tard, quand un bus de prisonniers arrive à Kiev, dans le cadre d'un de ces échanges, elle n'y est pas. En octobre, sa famille reçoit un mail laconique. Vous allez le voir, il est très court ce mail, de la part du ministère de la Défense russe. C'est par ces quelques lignes qu'on lui annonce que Victoria est morte le 19 septembre. Et rien sur les causes, on leur dit rien du tout. Rien sur les causes de la mort. Plusieurs hypothèses sont posées par les journalistes qui ont mené l'enquête. Elle a pu mourir d'épuisement en détention, à Taganrog, à la suite des mauvais traitements, ou lors de son transfert vers un lieu d'échange de prisonniers. Elle a aussi pu être assassinée. Un ancien détenu affirme qu'elle a été extraite de sa cellule le 8 septembre 2024 pour ne jamais y revenir. Ce qui est certain, c'est que son cadavre, identifié en février dernier, était en très mauvais état. Le bureau du procureur général ukrainien indique, regardez, qu'il portait de nombreux signes de torture et de mauvais traitements, des bleus, des éraflures, une côte cassée, des blessures au cou, des traces possibles de chocs électriques sur les pieds. Ses parents ont demandé une autre autopsie à laquelle des experts français doivent participer. En fait, son père paraît désemparé, il s'appelle Volodymyr et il semble refuser de croire à la mort de sa fille. Aux journalistes, il a confié qu'il ne comprenait pas pourquoi elle ne faisait pas partie de l'échange de septembre, qu'il priait pour elle et qu'il était convaincu que tout irait bien. C'est assez épouvantable. On continue d'en parler avec Laurent Richard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes journaliste et fondateur de Forbidden Stories, donc vous avez participé à l'enquête sur cette journaliste ukrainienne. C'est absolument épouvantable ce qui lui est arrivé. Un mot peut-être de cette reporter extrêmement courageuse, à en croire le récit de Laura. Oui, Victoria, c'était une reporter extrêmement courageuse. C'était là, en fait, en réalité, la seule journaliste ukrainienne à oser
aller s'aventurer dans les territoires occupés par les Russes. Et quand elle disait à ses rédacteurs en chef, je vais aller faire un reportage en territoire occupé, ils lui disaient non, tu n'y vas pas, on ne prendra pas ton papier. Et puis quelques jours plus tard, ils recevaient le papier de Victoria. Et elle y était allée. Et elle leur disait, c'est important d'y aller, c'est notre peuple, il faut leur donner un visage, il faut leur donner une voix. Et elle avait un tempérament bien trempé. Elle était aussi une louve solitaire. Elle travaillait vite, seule, sans aucune limite. Et elle avait aussi déjà fait l'objet d'une arrestation par le FSB pendant une dizaine de jours. À la fin de cette arrestation, elle avait dû être forcée de faire une vidéo de fausse confession filmée par les agents des services secrets russes. Et puis, même malgré ça, elle a décidé de repartir. Elle a expliqué qu'elle voulait repartir pour enquêter sur la pratique de la torture, pour enquêter et identifier ceux qui organisaient cette torture à une échelle systémique. Sur la pratique de la torture, effectivement, parce qu'on fait très attention, les journalistes, de ne pas tomber dans le cliché quand on parle de la Russie, de ne pas se complaire à raconter des fois des histoires sombres. Le problème, c'est que pas mal de fois, la réalité se rappelle à nous. Aujourd'hui, en Russie, des conditions de détention peuvent ressembler donc à ça, dans ces geôles où la torture est une pratique courante. Une pratique courante, et c'était important, et c'est pour ça que ça a demandé aussi un effort conjoint mené par 45 journalistes de plus de 12 médias, dont le Guardian, dont le Washington Post, dont France 24, dont Le Monde, pour recueillir 50 témoignages. Une majorité d'anciens prisonniers. Certains ont croisé d'ailleurs la route de Victoria dans ces cellules. Certains l'ont entendu crier contre ces geôliers. Certains nous ont dit qu'elle était extrêmement courageuse, même dans sa condition de prisonnière. Et il faut savoir que ce qui arrive à Victoria, ce qui lui est arrivé, arrive aussi à entre 16 000 et 20 000 personnes civiles ukrainiennes qui sont détenues actuellement en Russie. On appelle ça les incommunicados. En fait, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur, aucun avocat, aucune charge officielle contre eux. Ils ne sont pas des prisonniers de guerre. Ils ne sont pas inscrits sur des listes officielles de prisonniers. Donc détenus illégalement. Détenus tout à fait illégalement, et ils sont passés totalement sous le radar. Et ils constituent des monnaies d'échange. Et en face, la réalité, telle qu'elle est documentée par un grand nombre de témoignages, c'est l'objectif pour l'armée russe, c'est d'obtenir des confessions de ces personnes qui sont souvent des civils, donc parfois des journalistes, comme dans le cas de Victoria, de les torturer pour obtenir ces confessions, de les détruire, mais pas au point de les tuer, puisque le but, c'est de constituer des monnaies d'échange. Et Victoria devait être échangée. Et effectivement, il y a encore une grande zone assez mystérieuse sur qu'est-ce qui se passe entre le moment où elle appelle son papa et elle lui dit « je suis heureuse et je sais que je vais pouvoir rentrer », et quelques semaines s'écoulent et puis il apprend qu'elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là ? On sait une chose, c'est que son corps a été restitué, porte les marques de la torture, il manque des organes aussi sur son corps, il manque son larynx, il manque ses globes oculaires. Visiblement, vraisemblablement, d'après des experts consultés, c'était sans doute pour cacher les véritables origines du décès. Et donc on ne peut pas la déterminer en l'absence effectivement de ces organes. Son crâne a été rasé également, d'où aussi l'effroi de sa famille et son père qui refuse de reconnaître sa mort et qui réclame une autopsie supplémentaire. Vous l'avez dit, il y a un but spécifique en fait de ces tortures. Ce n'est pas pour réduire au silence, bien au contraire, c'est obtenir des renseignements. Mais de quels renseignements auraient besoin les Russes auprès de simples citoyens, auprès de journalistes? C'est pas tant de renseignements, je pense, dont ils ont besoin, mais c'est surtout de mener une guerre psychologique terrible. C'est d'envoyer un signal fort pour dire, regardez, Victoria, qui était une journaliste très populaire en Ukraine, elle est détenue chez nous et elle est morte chez nous. Et c'est de terroriser une population. Certains de ces prisonniers ont été libérés, échangés contre d'autres prisonniers, et puis ensuite ils font leur récit et racontent ce qui leur est arrivé dans ce qu'on appelle ces garages, ces chambres à torture dont on a reconstitué en 3 dimensions en recoupant grâce à tous ces témoignages-là. Et ensuite, donc, ces gens-là racontent ce qui leur est arrivé. Donc, c'est fait pour terroriser cette méthode massive d'incarcération de civils sans aucune raison dans ces prisons en territoire occupé ou en Russie. Dont la prison de Tagarang, qui justement est même en train d'être pas restructurée, mais en tout cas on voit qu'elle est agrandie. Exactement. Oui, absolument. C'est-à-dire depuis 2002, depuis l'invasion par la Russie du territoire ukrainien, l'armée russe a fait un grand nombre de prisonniers, donc, notamment donc, ces civils, et donc a dû s'organiser en conséquence pour
les faire prisonniers dans des structures qui existaient déjà, comme Taganrog. Et on a vu en croisant et en regardant les photos satellites que Taganrog, en fait, c'est agrandi au fil du temps. Des hangars ont été construits. Et ce sont sous ces hangars-là que se pratique la torture. La torture, c'est quoi? C'est la suffocation, c'est des actes extrêmement violents en présence de chiens, c'est l'exposition à des températures très basses, c'est des coups de fouet, on demande aux prisonniers de poser les paumes à plat des mains contre un mur et on leur frappe avec des barres de fer sur les mains jusqu'à ce que la peau se détache des mains. Et donc ce sont ces témoignages-là qu'on a pu recueillir et qui marquent aussi la trajectoire de cette journaliste Victoria Rochina. Magali ? Mais en fait, au début de la guerre, on avait l'impression d'entendre parler d'affaires de résistance, justement, dans ces territoires occupés, d'actes de sabotage. Il y avait des groupes qui s'organisaient. Est-ce que finalement, avec cette répression qui est massive, est-ce qu'ils ont réussi à étouffer justement cette contestation que l'on sentait monter ? Je pense que, d'une certaine façon, oui, en tout cas, il n'y a plus aucun reporter qui se rend, par exemple, en territoire occupé par les Russes, parce que c'est bien trop dangereux, et Victoria en a payé le prix. Elle est morte pour avoir tenté de faire ça et d'enquêter là-dessus. Donc tout ça participe c'est une des stratégies employées par l'armée russe pour envoyer un signal fort. Ne venez pas vous aventurer en territoire occupé, sinon il vous arrivera ce qui est arrivé à Exactement. Des milliers de personnes disparaissent donc en Russie. Son cas est un exemple parmi tant d'autres, malheureusement. Oui, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se rendre compte de l'échelle. On ne parle pas d'une personne. On parle d'environ une estimation de entre 16 000 et 20 000 personnes qui, actuellement, à l'heure où on se parle, sont détenues dans ces mêmes conditions-là, en Russie, sans aucun contact extérieur, sans avocat et sans aucune charge. Entre 16 000 et 20 000 détenus illégalement. Donc, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Laurent Richard, pour en parler directement. C'est toujours des témoignages extrêmement précieux.